Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de l'Essonne, ancienne ministre et bien sûr candidate UMP à la mairie de Paris. Avec vous, nous reviendrons sur les suites de la conférence de presse et bien sûr les municipales dont nous parlerons ensuite avec Caroline. Bonjour. Bonjour. Comme chaque semaine, elle a scruté, regardez votre e-empreinte qui est bien sûr très importante vu le nombre de followers et d'amis que vous avez sur Facebook. Commençons d'abord par les suites de la conférence présidentielle et l'annonce de la fin des cotisations familiales payées par les entreprises, une nouvelle qui embarrasse la gauche, qui trouble la gauche, mais qui divise la droite. Alors il y a ceux qui sont contre, comme Jean-François Copé, Xavier Bertrand. Il y a ceux qui applaudissent, Jean-Pierre Raffarin, François Baroin. Vous êtes de quel côté ? Je suis du côté de ceux qui voudraient y croire. Qui voudraient croire à une gauche devenue réaliste, une gauche qui a regardé ce qui s'était passé, par exemple, au Royaume-Uni avec Tony Blair, en Allemagne avec Gerhard Schröder, une gauche qui a compris qu'en France, il y avait à la fois trop d'impôts et trop de charges. Le problème, c'est qu'il faut baisser les impôts et les charges. Pour baisser les impôts et les charges, il faut beaucoup réduire les dépenses. Et c'est là que le bas blesse, c'est que le président de la République annonce qu'il veut réduire les impôts, les charges, et ne dit en aucune manière comment il veut réduire les dépenses. Comment y croire, en fait ? Comment y croire ? Est-ce que vraiment il a eu cette révélation qu'on avait besoin de réduire les impôts et les charges ? Peut-être, mais même si c'est vrai, comment le fera-t-il ? Avec une majorité qui ne le suit pas à l'Assemblée nationale et qui ne le suit pas d'ailleurs non plus politiquement. On le voit à l'occasion des municipales. À Paris, ils sont alliés aux communistes, derrière les syndicats. Tous ces gens-là ne veulent pas réduire les impôts et les charges. C'est une gauche qui est déboussolée. Il y a un énorme défaut de crédibilité. Bon, et puis il y a aussi le bilan, l'historique de ce président de la République qui, au mois de mars dernier, annonçait un grand choc de simplification et qui, depuis 9 mois, n'en a rien fait. Voilà, tout ça, c'est beaucoup d'annonces. Évidemment, de temps en temps, les annonces sont séduisantes, donc on aimerait y croire, mais enfin, quand même, il ne se passe pas grand-chose. Caroline. Alors, lors de cette conférence de presse, François Hollande a refusé de répondre aux questions sur sa vie privée. Est-ce que, selon vous, il a eu raison de le faire ou, au contraire, il doit de la transparence aux Français ? Moi, je laisse les commentaires aux commentateurs sur ce sujet. Je crois qu'il y a un besoin de clarification dont tout le monde est convenu, y compris lui-même. Écoutez, à lui d'y donner suite. Donc, selon vous, il doit s'expliquer Écoutez, il y a des questions, tout simplement. On ne va pas peut-être y revenir 12 fois. Il y a des questions qui se posent, comme par exemple, à l'occasion de son voyage aux États-Unis, est-ce qu'il sera accompagné par qui ? Ce sont des questions sur lesquelles les Français ont droit à une réponse, c'est tout, et tout le monde en convient. Jean-Marc Ayrault, sur France Inter, a annoncé la suppression pure et simple des départements de la Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Y êtes-vous favorable dans la lignée de ce qu'a dit François Hollande sur la réduction du nombre de collectivités ? Moi, je suis favorable, mais plus que favorable, demandeuse de la réduction du millefeuille administratif. Et partout en France, on a beaucoup trop de couches administratives. Mais là aussi, comment y croire quand on voit que ce gouvernement est revenu sur la réforme territoriale qui fusionnait le conseiller général et le conseiller régional, donc qui accompagnait en fait une fusion département et région. Et comment y croire quand on voit qu'ils ont détourné le projet de Grand Paris pour en faire une nouvelle couche administrative dont on sait maintenant qu'elle va coûter 3,4 milliards par an. Ça va être des milliers de fonctionnaires. 3,4 milliards par an. Vous ne croyez pas que ça puisse faire des économies de supprimer les départements ? Écoutez, pour le moment, ça va faire. Pour le moment, le Grand Paris, c'est une nouvelle couche administrative et ce sont des nouvelles dépenses. Il y a une note interne de Paris Métropole qui le montre bien. 3,4 milliards par an, dont 300 à 400 millions d'impôts en plus pour Paris. Ce sont des impôts en plus. Par exemple, le Grand Paris, c'est des impôts en plus. Ah bah oui, c'est une couche administrative en plus, c'est des impôts en plus, mais c'est affiché, c'est dit, ça a été dit à l'Assemblée nationale. Par exemple, il va y avoir un alignement automatique des taux. Donc ça va être une augmentation de 35%
de la cotisation foncière des entreprises. Les impôts ont explosé au niveau national, ils ont fortement augmenté à Paris avec plus 40%, et là on nous annonce une hausse de plus 35% de la cotisation foncière des entreprises et de plus 20% de la taxe d'habitation, rien que du fait Mais la du Grand Paris. la suppression des départements permettrait peut-être justement de diminuer ces coûts de fonctionnement pour les collectivités, pour l'État, si on supprimait les départements. Donc ça irait plutôt dans le sens là que aussi, comment croire un gouvernement qui commence par supprimer la réforme territoriale qui nous accompagnait vers la fusion entre départements et régions, qui continue en créant une nouvelle couche administrative qui va être très chère et qui va amener de nouveaux impôts, et puis qui finalement nous dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop d'administration, finalement, il faudrait en quelque sorte revenir sur tout ça ». Alors, venons-en à la bataille de Paris. Vous attaquez régulièrement la candidate socialiste sur les frais de fonctionnement de la mairie de Paris. Si vous êtes élu, combien de postes de fonctionnaires allez-vous supprimer ou combien il y en aura en moins à la fin de votre mandat? D'abord, moi, je veux stopper cette spirale infernale, une course en avant, une espèce de facilité à ça, d'augmentation des impôts. Plus ça, 40% depuis 2001. Oui, mais enfin, surtout, elle l'a fait. Plus 40% d'impôts depuis 2001, ce sont les sortants. D'augmentation de la dette, une dette à Paris qui a été multipliée par 4. Moi, je veux stopper ça. Y mettre fin. Pour y mettre fin, réduire les dépenses. Et dans un deuxième temps, je veux diminuer la taxe d'habitation que payent tous les Parisiens et qui pèse. Comment stopper cette hausse infernale des impôts? Eh bien, c'est beaucoup de l'augmentation des frais de fonctionnement, beaucoup du gâchis, dans une certaine mesure, une forme de gabegie sur certains sujets. Gabegie. Quoi, par exemple? Je vous donne des exemples très concrets. La Philharmonie de Paris, une grande salle de musique. Ça va coûter beaucoup plus cher que prévu initialement. Ça devait coûter 200 millions d'euros. Ça va coûter plus de 300 millions d'euros parce qu'il y a des dépassements. Mais surtout, pour ne pas rendre visible la dette, 160 millions d'euros qui est associée à cet équipement. La municipalité l'a fait porter par une association. Une association qui emprunte à un taux beaucoup plus élevé que celui de la ville de Paris. Donc le simple fait de faire porter la dette par une association entraîne des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, voilà le prix pour les Parisiens du camouflage de la dette par la municipalité sortante. Je vous donne un autre exemple, dans un ordre d'idée complètement différent. La dépense qui a été faite depuis 2 mandats de préemption parfois somptuaire d'immeubles chers dans le centre de Paris, non pas pour créer des nouveaux logements. Mais l'immobilier est cher, Madame Costume-Morizet, à Paris. Donc forcément, quand on préempte, ça coûte cher à la collectivité. Mais je ne vous dis pas autre chose, je vous dis qu'il y a des préemptions qui n'ont pas lieu d'être. Préempter 21 millions d'euros un immeuble avenue Georges V pour le transformer en 26 petits logements sociaux à une station de métro de la première boulangerie, je trouve que c'est absurde, que c'est une dépense absurde. Je vous donne un autre exemple. On est en situation de crise. Une ville se doit d'être exemplaire, qui est 36 adjoints à la ville de Paris. Le coût moyen du cabinet d'un adjoint... Au nombre de 20, c'est ça? Oui, le coût moyen du cabinet d'un adjoint, c'est 500 000 euros par an. Ce n'est que le coût moyen, il y en a qui coûtent plus cher. 500 000 euros par an. Sur certains sujets, vous avez jusqu'à 4 adjoints qui ont des compétences qui se croisent et qui s'entrecroisent. Et tout ça, on le sait très bien, c'est pour gérer les problèmes de susceptibilité interne à l'intérieur de la majorité socialiste. Dans les grandes villes, il y a beaucoup d'adjoints en général aussi. Hein. C'est pas propre seulement à Paris. Je pense que c'est une erreur. 4 adjoints sur le même sujet. Qu'est-ce que vous feriez de ces économies-là? Vous en feriez quoi? Vous diminuez la dette, vous affectez ça à d'autres postes? Oui, on est face à la ville de Paris aujourd'hui est face à une impasse financière qui a été relevée par la direction financière de la ville. Il y a une baisse des recettes, il y a une baisse des contributions de l'État, il y a une baisse en fait de tout ce qui permet à la ville de vivre. Aujourd'hui, si les économies ne sont pas faites, il faudra augmenter les impôts des Parisiens. C'est ce que prépare en fait la majorité sortante. J'ai pu en faire la démonstration puisque des hauts fonctionnaires de la ville m'ont communiqué un document interne qui montre qu'en même temps que la majorité sortante dit « nous voulons finalement arrêter d'augmenter les impôts », ils demandent à l'administration de préparer des augmentations d'impôts. Moi, je veux mettre fin à cette spirale, qui est une spirale, j'insiste, de mauvaise gestion. Pour moi, il y a 2 problèmes. On demande trop d'impôts et on les utilise mal. Je vous donne un dernier exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé. La ville a voulu anticiper, pour être la bonne élève du gouvernement actuel, a voulu anticiper la réforme des rythmes scolaires. Cette affaire-là, ça va coûter entre 50 et 100 millions d'euros par an en année pleine.
Probablement plutôt de l'ordre de 80 millions d'euros. Mais avec 80 millions d'euros, vous savez quoi? On peut faire 1 millier de places en crèche. Alors, Caroline. Le candidat FN à la mairie de Paris, Valéran de Saint-Just, s'est dit prêt à s'associer avec l'UMP au second tour pour faire battre Anne Hidalgo. Vous qui êtes résolument opposé à toute alliance avec le FN, il n'y aura pas d'association. Est-ce que vous y voyez là une sorte de provocation de sa part, sachant que vous êtes toujours opposé à ça? Oui, ou de la gauche, parce que vous savez, on sait bien... Il n'y a pas... Comment vous dire Aujourd'hui, il y a en fait deux camps. Il y a ceux qui veulent que ça change à Paris. Il y a ceux qui veulent mettre fin à cette espèce de résignation dans laquelle nous entraînent les sortants, qui, sur les sujets majeurs, la fiscalité, on ne peut pas faire autrement, la sécurité, on ne peut rien faire, l'attractivité de Paris, c'est vrai, on est déclassé, regardez, Londres nous est passé devant en termes touristiques. Sur tous ces sujets, ils se cherchent des excuses, ils sont de la résignation. Moi, je fais de la politique pour combattre ça, pour combattre l'indifférence, pour combattre l'abandon, pour combattre la résignation. Ceux qui veulent que ça change, savent où il faut voter. Alors, voter ailleurs, que ce soit à gauche ou à l'extrême droite, c'est en fait c'est la même finalement chose. aider les sortants. Juste une petite question courte avant que Caroline fasse le point avec vous sur le net. Le maire du 8e, l'UMP François Lebel, voudrait figurer sur les listes dans son arrondissement alors qu'il a tenu publiquement des propos homophobes. Est-ce que c'est possible ça? Il a pris un engagement public très clair de ne pas figurer sur la liste, de ne pas se représenter. Et c'est sur la base de cet engagement que l'investiture a été donnée à Madame Mérigot. Moi, je reste là. Alors, Caroline. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs parodies, notamment au moment de vos déclarations sur les moments de grâce dans le métro. Vous, comment vous le vivez? Est-ce que ça vous blesse ou est-ce que ça vous fait plutôt sourire? Il y a des choses amusantes. C'est difficile de répondre généralement à cette question. Il y a des choses amusantes. Est-ce qu'il y a des caricatures qui vous ont plus blessé? Il y a des choses amusantes, il y en a d'autres qui le sont moins. Je veux dire, quand on fait de la politique, on sait qu'on s'expose à une forme de violence et parfois de dénigrement. Et l'équipe adverse ne s'en prive pas. C'est vrai qu'on a eu pendant 2 mois un déchaînement d'une violence inouïe. De la part de l'équipe des sortants. Mais là, je parlais même des internautes. Oui, tout ça est assez organisé. Je veux dire, moi, je ne fais pas vis-à-vis de ce genre de choix, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que les Français aujourd'hui font face à la crise. Les Parisiens voient avec certaine inquiétude la ville de Paris perdre des places. Ils font face à un certain nombre de problèmes du quotidien. Ce sont d'abord à leurs problèmes que je pense. Donc ça vous je ne trouve pas que nous autres, les politiques, j'en vois beaucoup qui sont comme ça, qui sont là. Je ne trouve pas que ce soit le rôle, la place des politiques, finalement, l'attitude qu'on attend des politiques. Écoutez, quand on fait de la politique, on sait qu'il va y avoir de la concurrence, on sait qu'on va être attaqué, on sait que c'est dur. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour trouver des solutions, pour en proposer, pour les mettre en œuvre. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Caroline. Vous êtes décrite vous-même comme une tueuse en politique. Cette déclaration a fait beaucoup de bruit sur Internet. Tueuse en politique, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous êtes prête à tout? Non, j'ai dit très précisément, et je le redis, que les politiques qui prétendent, il y en a beaucoup, que c'est un monde très très dur et très très méchant, mais que eux, finalement, ils sont en quelque sorte par hasard, et que eux ne sont pas comme ça, et que eux ne rentrent pas dans ces jeux de concurrence, etc., sont souvent des gros menteurs. C'est-à-dire qu'il y a souvent dans ces discours-là une très grande hypocrisie. Donc une tueuse comme les autres. Moi, j'aime pas trop l'hypocrisie. Non, je reprenais ma déclaration aussi. J'ai dit très précisément que la différence que je reconnaissais là-dedans, c'est qu'il y en avait beaucoup qui donnaient des coups de couteau dans le dos. Et moi, en général, quand j'étais pas d'accord, on le savait assez vite et je le disais en face. Et je trouve que c'est le respect qu'on doit à nos concitoyens. Encore une fois, on est dans un monde qui est difficile, on a la crise, on a des problèmes concrets auxquels on doit faire face, on a une montée du chômage, on a des problèmes économiques, on a des situations qui sont parfois extrêmement difficiles pour les uns ou pour les autres. On doit la vérité de ce qu'on est, on doit la vérité de ce qu'on peut faire, on doit la vérité de ce qu'on veut faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de politiques qui s'enferment dans une forme d'hypocrisie. Moi, je refuse l'hypocrisie. Je n'ai pas de talent pour l'hypocrisie. Madame Hidalgo déclarait récemment qu'elle trouvait que vous étiez méprisante à son endroit, que vous ne la respectiez pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces déclarations? Vous savez, Madame Hidalgo, après avoir participé à cette espèce de déchaînement de violence auquel on a eu droit pendant 2 mois,
Eux disent la même chose de votre équipe. Se rend compte, tout le monde peut bien voir dans la presse qu'il en est, se rend compte que ça ne marche pas, essaye de tourner les choses, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne m'occupe pas beaucoup, je suis surprise de toutes ces critiques qu'elle fait, ces remarques, comme si, moi, je ne m'occupe pas beaucoup de ce qu'ils font, je m'occupe de ce que pensent les Parisiennes et les Parisiens. Vous savez, aujourd'hui, la question qui est posée aux Parisiennes et aux Parisiens, elle est simple. Est-ce que vous trouvez que tout va bien à Paris ? Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'en termes de pollution, il est normal, après tout ce qui a été affiché, après toutes les mesures qui ont été revendiquées, que le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise à Paris tous les ans est doublé ? En 2001, selon Air Paris, il y avait 53 jours par an où la qualité de l'air était mauvaise. Aujourd'hui, il y en a 117. Est-ce que vous trouvez qu'en matière de sécurité, ça va, que c'est pas grave que à la une des journaux du monde entier, on ait parlé, par exemple, des touristes chinois détroussés ou des émeutes du Trocadéro? Est-ce que vous trouvez que c'est pas grave que Londres soit passé devant Paris en termes de capitale touristique? Si on trouve que tout ça, c'est pas grave, alors voilà, il faut poursuivre avec les sortants. Si on pense qu'on peut mieux faire et qu'on ne se résigne pas, on a des choses à se dire et des choses à faire ensemble. Moi, sur tout ça, je ne me résigne pas. Je veux que Paris soit une ville qui donne plus d'énergie qu'elle en prend. Aujourd'hui, c'est une ville qui additionne les contraintes et qui ne donne pas toute l'énergie qu'elle devrait pour permettre à ses habitants de réaliser leurs rêves. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.